dont le discours et la vie est une médiocrité. Donc, comment est-ce qu'on peut faire confiance, s'il vous plaît? Fillou, la peur de la victoire de Ce n'est pas la Chadari? peur. Pour nous, c'est une facilité de battre un candidat qui reflète une image négative. Pour nous, c'est une facilité. Parce que quelle image, les enfants, toutes ces images qui ont circulé dans les réseaux sociaux, les enfants bien éduqués, quelle image ils ont de ces messieurs? Il faut aussi savoir dans quel contexte cela s'est passé. Quel contexte? Il y a des choses qu'on ne dit jamais, peu importe les contextes. J'ai reçu le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambéré, sur ce plateau. J'ai reçu aussi un membre influent du PPRD, M. Christophe Nkolomoni, qui m'ont expliqué dans quel contexte Chadari pouvait dire, vous savez, vous savez, il y a des choses. Vous vous accrochez à ça. Il y a des choses, quels que soient les contextes, on ne peut jamais dire. Moi, cette phrase-là, tu vois, je suis sur le plateau, je ne suis même pas à mesure de faire sortir ce que tu as dit là. Parce qu'en tant qu'homme d'État, en tant que responsable, en tant que personne bien éduquée, il y a des phrases qui ne doivent pas sortir de nos bouches, surtout quand on est en présence des gens. Ça ne peut pas. Mais quand on a la facilité, la légèreté de faire sortir ce genre de choses, on n'est pas digne d'être un homme d'État. Autre temps, autre mœurs. On ne sait pas dans quel contexte cela s'était passé. Oui, mais aujourd'hui, c'est un candidat mais justement, c'est un candidat. Par la quasi-totalité de la population. C'est un candidat, c'est vrai, nous le respectons, il est candidat parmi le 21, mais nous comprenons le système fonctionnel, parce qu'il y avait de personnes qui valaient plus que cette personne. Quand on fait porter une personne qui porte le sément d'une certaine médiocrité, d'une certaine crise, on se pose la question sur l'ensemble. Vous comprenez? On se pose la question sur l'ensemble. De toute façon, ce ne sont pas, c'est leur candidat, c'est leur candidat. L'opposition est en train de se préparer. L'opposition est prête pour les élections au 23. Je pense que le discours qui a eu lieu le 29 septembre dernier, l'opposition a affirmé clairement qu'elle était prête pour aller aux élections. Sans candidat. Et il y avait le préalable et il y avait également une démarche pour une candidature commune. Une fois cela est fait, je pense qu'il y aura il y aura pas de problème, nous irons aux élections. Et nous allons facilement battre notre adversaire qui présente beaucoup de faiblesses. Voilà, je vais d'abord une parenthèse avant d'aborder le problème de la candidature commune de l'opposition. Je vais d'abord parler avec vous, vous étiez candidat à la présidentielle. Une question déjà posée autrefois ici, mais l'opinion cherchera à connaître pourquoi vous vous étiez retiré de cette course. Non, c'est un choix, une décision pour l'intérêt de l'ensemble de toute une nation. Vous savez qu'avant les dépôts de candidature, nous avons lancé une consultation pour une candidature commune. Il est vrai, les gens peuvent critiquer, les gens peuvent parler, mais nous avons pris une décision responsable que nous croyons utile. Nous avons commencé une consultation pour une candidature commune de l'opposition. On ne voyait pas comment est-ce qu'on pouvait poursuivre en déposant notre candidature parce que l'option a été levée que les consultations se poursuivraient après que tout le monde ait déposé. Donc, ce qui fait que si nous déposons la candidature, nous allons nous retrouver dans une situation de juge parti. On allait avoir la difficulté de poursuivre la même démarche. Nous avons dit qu'il fallait qu'on puisse nous-mêmes servir d'exemple en nous retirant, de manière à ce que les autres également aient la facilité de le faire quand viendra les moments. Et l'argent, les liquides, le cash disponible qu'on disposerait, ça pourra servir au soutien à ces candidats communs de l'opposition pour sa campagne et autre chose. Nous avons levé cette option d'une manière responsable parce que je ne me voyais pas, on ne se voyait pas déposer une caution de 100 000 $ américains pendant que nous sommes conscients, nous allons nous retirer. C'est de l'argent, jeter l'argent. En fait, en tant que bon gestionnaire, nous avons levé cette option responsable. On n'a pas fait comme tous les autres, être dans les calculs politiciens. Je vais déposer la candidature pour que nous soyons dans les discussions. On pouvait le faire. On allait être dans toutes les discussions maintenant. Mais finalement, les choses que l'on est censé faire pour la population ne devraient pas aller tout simplement dans le sens de calcul politique. Donc, on pense que vous n'aviez pas cet argent. C'est faute d'argent que vous vous êtes retiré de la course. Non, ils peuvent, vous savez... si on avait déposé, peut-être quelques-uns allaient dire pour qu'ils veulent se prendre, ils veulent montrer que c'est eux qui dépassent, qui ont l'argent plus que tout le monde. Vous savez, dans la vie, il faut faire les choses parce qu'on a un objectif, on a une vision. Nous posons toujours chaque action, nous, Orange. Chaque action que nous posons, c'est par rapport à notre vision, à notre idéal, à notre objectif. Si cela ne cadre pas avec notre objectif, avec notre idéal, nous ne posons pas l'action. Peu importe ce que tout le monde pourra raconter, mais du moins nous savons, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 1 année, dans 3 ans, ça nous fera atterrir vers notre objectif que nous sommes en train de poursuivre, parce que nous ne faisons rien qui soit aligné à notre objectif. Si aujourd'hui,
Nous avons refusé de prendre part au gouvernement Tchibala, c'est tout simplement parce que ça n'était pas aligné à notre objectif. Si on devait voir l'intérêt immédiat, on allait facilement Et vous prendre. étiez contacté pour y entrer? Évidemment, on allait directement prendre. Si on visait un intérêt, on allait directement prendre. Mais puisque l'action, le choix, la décision à prendre à ces moments-là ne cadrait pas avec notre objectif, ne cadrait pas avec notre vision, l'idéal que nous poursuivons, nous avons dit non. Et c'est ça justement la force d'un homme politique. Quand vous avez un idéal, quand vous avez une vision, toutes les actions qui vous arrivent, vous voyez si c'est aligné à votre vision, c'est aligné à votre idéal. Tant que c'est aligné, vous vous engagez, vous avancez. Tant que ce n'est pas aligné, vous n'avancez pas. Parce que vous avez un objectif à atteindre pour l'intérêt de l'ensemble de tout un peuple. Parce que vous avez évoqué le problème du gouvernement Tchibala. Comment pouvez-vous évaluer Tchibala aujourd'hui, qui est au gouvernement et puis qui avait promis que la Constitution ne va pas être touchée, la Constitution n'a pas été touchée. Bientôt, le gouvernement Tchibala organise des élections. Bon, je pense que ce n'est pas le moment c'est pas à nous de faire cette évaluation. Quand les fondements sont mauvais, quand les premiers sont mauvaises, je pense que tout le reste ne peut pas être Vous voulez dire Ce quoi? gouvernement est parti déjà sur un fondement qui n'était pas correct. Donc, ce qui fait qu'il est si faible, il est ce qu'il est. Mais du moins, la chose la plus importante, nous devons aller aux élections. C'est l'option que l'opposition avait élevée. Nous allons aller aux élections. Après l'élection, on va mettre le pays en marche. Et le reste des choses, ça n'appartiendra qu'au passé. Donc lui, il a saisi, je ne sais pas si je peux appeler ça opportunité, où il a fragilisé par l'acte qu'il a posé l'ensemble de toute l'opposition. Ils ont fragilisé l'opposition en donnant cette opportunité aux autres d'accepter la primature. Et pourtant, l'opposition était si forte à l'époque. Après la mort du président Étienne Tshisekedi, on pouvait faire mieux que ça. Mais ils ont levé l'option de faire leur voix et n'ont qu'assumer toutes les conséquences. L'évaluation, il ne me revient pas de faire cette évaluation ici sur le plateau. Et vous ne savez pas féliciter Tchibala pour la tenue des élections? Déjà, le gouvernement finance lui-même les élections et il n'y a pas eu révision de la Constitution. Ça ne vaut pas la peine de féliciter S'il n'y a pas Tchibala? eu toutes ces choses, ce n'est pas parce que le gouvernement fait quelque chose, c'est parce qu'ils sont incapables justement d'engager la population, toute la pression internationale et interne. En fait que toutes ces personnes ne peuvent pas bouger. Vous pensez vraiment que s'il n'y avait pas cette pression, le gouvernement ici, le régime ici, il n'allait pas travailler pour qu'ils conservent sans limite leur pouvoir dans ce pays? Ils allaient le faire. C'est la pression interne, la pression de la population et l'accompagnement peut-être de partenaires internationaux qui en fait qu'ils ne peuvent pas bouger. Ils sont obligés de faire ce que la population demande. Donc, et ils ne peuvent rien faire. Quand on leur demande de tousser, ils toussent. Quand on leur demande de sauter, ils sautent. Quand on leur demande de danser, ils dansent. Vous voyez de personnes qui faisaient des discours quand ils étaient dans l'opposition. Ils vont s'agenouiller. Hein? Ils vont s'agenouiller. Vous comprenez que ce n'est pas normal. Ce n'est qu'ici qu'on peut vivre des choses comme ça. Les ridicules ne les tuent pas. Enfin, je ne réalise pas. Pourquoi quand on est à l'opposition, on voit toujours noir dans le camp du pouvoir? Non, ce n'est pas question de voir mal. C'est question, il y a des choses, vous savez... Est-ce qu'il peut arriver aussi un jour qu'on prenne M. Fiyou Ndoboni et qu'on le nomme Premier ministre dans ce pays? Est-ce que le discours sera le même? Non, si je suis nommé Premier ministre, je serai nommé Premier ministre selon les normes, selon les règles de jeu. C'est-à-dire, je ne veux pas m'agenouiller devant la personne qui me gère. Je vais lui donner le maximum possible de respect. Il en a le droit par rapport à la Constitution, par rapport à son titre. Je donnerai tout le respect, comme je donne toujours le respect. Mais je ne veux pas être un flatteur, je ne veux pas m'agenouiller. Vous avez tant parlé des flatteurs. Je ne veux pas être flatteur. Et des honneurs qui sont faits à des grandes personnalités de ce pays. Vous voulez insinuer quoi? Je n'insinue rien. Je dis seulement que la flatterie, là, il n'y a que le diable qui flatte. Hein? Il te flatte pour que tu lui montres la main, il va te prendre tous les bras. Vous comprenez? Il n'y a que ces mondes-là que... Moi, je ne suis pas flatteur. Je respecte toute personne qui est en face de moi. Et j'honore quiconque devrait être honoré. La Bible nous demande d'honorer nos parents. J'honore mes parents. La Bible nous demande de respecter, d'honorer les autorités. On le fait. Mais je ne suis pas un flatteur. Je ne les adore pas. Et je ne le ferai jamais. Il n'y a que Dieu que je peux adorer. Fiyou Ndoboni, je rappelle à tout le monde que vous êtes président national du parti Orange. Vous êtes cadre du rassemblement LMT, s'il faut citer là-dessus. Déjà, de plus en plus, les voix s'élèvent pour parler d'une transition en gestation. Comment voyez-vous ça? Bon, dans les contextes, je pense que l'opposition, dans son discours, le 21 septembre dernier, a clairement dit que l'opposition voulait les élections. On veut aller aux élections le 23 décembre. Avec des préalables que vous multipliez. Les préalables c'est normal qu'il y ait tous ces préalables-là. Parce qu'on ne peut pas aller dans une élection pendant qu'il n'y a pas un consensus sur
les comment, le choix sur la question de la machine à vote, par exemple, qui est maîtrisé rien que par la majorité. Le sénateur Jean-Pierre Bemba a démontré et il a dit clairement les observations qui ont été faites à la CENI. On ne peut pas aller aux élections avec 10 millions de personnes fixes dans le fichier électoral. On ne peut pas aller aux élections avec toute cette réalité-là. Non, on dit tout simplement, nous voulons aller aux élections conformément au calendrier de la CENI qui prévoyait au mois d'octobre la multiplication, l'impression de bulletins. Donc on y est encore, on n'est pas en retard. Ils peuvent rester dans la même logique pour que nous puissions arriver effectivement aux élections. Donc, au stade actuel, parler d'une transition, ce n'est pas notre discours, parce que nous voulons aller aux élections. Mais ne voyez-vous pas aussi que la prévision la transition est prévisible? Au cas où on arriverait dans cette situation à cause de l'incapacité justement du système actuel d'aller aux élections, je ne vois pas qu'on est aux élections avec l'exécutif actuel, parce qu'ils ont été incapables de nous amener aux élections. Donc après le 23, il n'y a que deux options. Première option, au cas où on n'allait pas aux élections, il y a soit la Constitution nous parle dans son article 75 de la manière dont les choses devraient être gérées. Le président du Sénat qui devrait, dans les 4 mois au maximum, organiser les élections, parce qu'à ce moment-là, on brandirait vraiment l'incapacité totale et on demanderait au chef de l'État actuel de démissionner pour activer justement le fonctionnement de cet article-là. Au cas où, pour activer le fonctionnement de cet article-là. Mais étant donné que le président du Sénat, lui-même aussi, se retrouve dans une situation presque d'illégitimité, parce que mandat fini, tout ça, à ce niveau-là qu'il faudra réfléchir, la classe politique peut réfléchir pour trouver un consensus autour d'une personne qui pourrait justement, pendant les 4 mois constitutionnels, qu'on puisse aller ou avoir les élections. Mais je ne vois pas toute cette marée ici avec le chef de l'État actuel, comment est-ce qu'on peut aller après le 23 décembre? L'unique option qui reste, c'est organiser les élections avant le 23 décembre. Depuis la semaine passée, la majorité présidentielle est sortie de son silence. J'ai suivi André-Alain Atundou mettre en garde toute personne qui pense déjà à une transition sans Joseph Kabila. Et aujourd'hui, vous parlez d'exclure l'exécutif actuel à une transition si l'option est possible. Alors, dites-moi un peu sur base de quel fondement juridique ou constitutionnel vous souhaiterez qu'il y ait une transition sans Joseph Kabila? Je commence d'abord par corriger. Ce n'est pas que nous voulons qu'il y ait une transition. Nous voulons aller... Et si cette hypothèse est possible? Oui. Nous sommes dans des hypothèses, dans les analyses. Donc notre vœu, c'est aller aux élections justement pour éviter cette situation-là, cette crise qui pourrait arriver. Parce qu'en fait, comment est-ce qu'on va justifier la présence du chef de l'État après le 23? Parce que l'unique chose qui le tient, rassurez-vous, ce n'est pas l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui confirmait que le chef de l'État reste en place jusqu'à l'installation du nouveau président. Ne voyez-vous pas que vous violez la Constitution? Voilà, parce que ce n'est pas cet article-là dit que malgré le chef de l'État reste en exercice en fonction jusqu'au remplacement du président élu. Vous savez, malgré l'arrêt de la Cour constitutionnelle à l'époque, le pays était toujours tendu. C'est l'accord de Saint-Sylvestre qui a stabilisé les choses, qui dit que, ok, il reste là, on va aux élections, comme ça on va avoir une alternance assez apaisée. C'est l'accord. Mais cet accord-là, la prolongation a été faite et s'achève au 23 décembre, selon le calendrier de la CENI. Qui va justifier l'après 23 décembre, la présence de nos différentes institutions? Qui va les justifier? Parce que vous exigez, parce que vous réfutez la machine à voter. Admettons qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte également, on arrive au 20 décembre, la CENI accepte et met de côté la machine à voter, on commande les bulletins de vote, et que le fournisseur vous dit pour que les bulletins de vote arrivent, attendant encore 6 mois ou une année? Oui, mais le chef de l'État, en tant que gentleman, il veut dire assumer les responsabilités, démissionner par exemple, et on active l'article 75 de la Constitution. Le président du Sénat, soit ça va être lui, ou on va trouver un consensus autour d'une personne qui va gérer. Nous restons dans la Constitution. Nous ne sommes pas hors Constitution. Nous restons dans la Constitution, parce que la Constitution a prévu toutes les choses. Qui avait la responsabilité d'organiser les élections? On ne peut pas primer une personne qui a échoué. On ne peut pas le primer. Parce que l'organisation des élections, c'est vrai, la CENI, mais qui est le top manager, les coachs
qui devrait ramener à ce que toutes ces choses soient matérialisées. Les garants de la conscience est qui? Puisque en 2 reprises, ça n'a pas eu lieu. 2016, on a raté. 2017, on a raté. 2018, on rate. Évidemment, on ne peut pas. Il faut que les choses changent quand même. Qu'on mette une équipe qui pourra nous faire atterrir selon les normes. Monsieur Fiu, je repose la question autrement. Nous arrivons au 20 décembre. La CENI se décide de mettre de côté la machine à voter. On commande les bulletins. Le fournisseur vous dit les bulletins pourront être disponibles dans une année. Seriez-vous d'accord d'abord? Non, le problème, ce n'est pas dans une année. Est-ce que vous seriez d'abord d'accord qu'on prolonge d'une année? Puisque à ce moment-là, on reporte d'abord. On devrait prolonger selon le délai constitutionnel. La Constitution parle de 4 mois au maximum. Mais cette fois-là, c'est notre contexte parce que le fournisseur de bulletins de vote que vous désirez bien va... Vous savez, dans la gestion d'un projet, il y a 2 paramètres. Oui. Vous faites une commande, on vous dit on va vous livrer dans 2 mois selon tel coût. Toi, tu peux réagir vis-à-vis du fournisseur. Je veux que tu me livres dans 1 mois et je mets un coefficient qui augmente ton coût. Mais je veux et d'où viendra ce moyen? Parce que justement, puisque vous parlez de la souveraineté, vous parlez de toutes ces choses, évidemment, vous devez être à mesure d'honorer. Le respect du délai, ça a une importance capitale dans le business ou dans la gestion d'une nation. Le respect du délai. Le délai a été fixé, les calendriers a été préparé, a été annoncé. Et chaque acteur politique, chacun, selon son rôle, selon sa fonction, a l'obligation de faire respecter ce délai-là. Et si vous voyez les calendriers électoraux, nulle part on parle de la machine à voter dans les calendriers électoraux. Si vous lisez la loi même interdit cette question de vote électronique. Mais parce qu'il y a eu un membre influent de l'opposition, comme Vital Caméré, qui avait parlé à la cité de l'OUA pour dire que nous allons organiser des élections à moindre coût, un coût le plus réduit. Oui, mais c'est la déclaration d'une personne. La déclaration, là, n'est pas la loi. C'est une personne qui peut parler. N'importe qui peut faire une déclaration. Ça n'a rien à voir. La personne ne représente pas la loi. Mais c'est que la loi dit, la loi n'autorise pas le vote électronique. Le calendrier électoral ne signifie nulle part de la commande ou, je ne sais pas, des machines à voter. Nulle part. Ce n'est même pas notre calendrier, c'est le calendrier que la CENI a publié. Ça ne fait nullement allusion à ça. L'unique soubassement que tient la CENI, c'est une pensée qui est sortie de l'accord de Saint-Sylvestre disant que la CENI devrait réfléchir sur tout le moyen qui pourrait lui amener à organiser les élections dans les courts délais. Cela ne veut pas dire qu'il doit trouver des moyens qui sont hors la loi. Et pourquoi vous avez peur de la machine à voter? Non, ce n'est pas question d'avoir peur de la machine à voter. Vous ne voulez pas de la machine à voter? Non, nous sommes de responsables. Nous voulons bâtir un état de droit. Le minimum des choses à faire, c'est d'abord le respect de la loi. Et si nous arrivons vous comprenez, au 23 décembre, le respect de la loi. Et si nous arrivons au 23 décembre avec la machine à voter et que c'est l'opposition qui l'emporte, vous allez refuser votre victoire? Gagner ou perdre, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le respect de la loi. Nous voulons bâtir un état de droit. L'état de droit veut dire quoi? Veut dire respecter les règles qui nous gèrent. Là, ce n'est pas ça le plus important. Si nous allons avec le bulletin, normalement, comme nous dit la loi, si la majorité gagne, il va avoir son pouvoir. L'alternance ne veut pas dire nécessairement l'opposition va gagner. L'alternance veut dire le cycle fonctionnel des élections, c'est d'une manière normale. Si l'opposition n'est pas suffisamment organisée et que la majorité gagne, l'opposition va assumer les conséquences. Mais du moins, l'opposition est en train de travailler pour qu'elle puisse gagner, ce n'est pas pour perdre. Mais nous ne voulons pas, en fondant notre nation, nous allions sur de voies des hypothèses qui sont hors loi. La machine à voter n'est pas conforme à la loi. C'est ça la faiblesse, ce n'est pas conforme à la loi. Si l'Assemblée nationale est clairement, soit la loi électorale ou une autre loi, lever l'option que nous irons aux élections avec la machine à voter ou le vote électronique, ça n'est pas posé un problème aujourd'hui parce que ça allait être conforme à la loi. Voilà. Est-ce que l'opposition dont vous faites partie, est-elle prête pour des élections? Absolument. Si les gens n'étaient pas prêts... Avec toute cette multiplicité ou multiplication... Vous croyez-vous vraiment que dans les contextes, dans les conditions difficiles de notre pays que nous vivons aujourd'hui, c'est facile à un parti politique de l'opposition d'aligner des candidats? Vous croyez que c'est facile? C'est pénible de disposer les moyens, l'argent
pour avoir des candidats députés provinciaux, nationaux. Vous avez tous ces pénible. Vous avez tous ces candidats. Pénible. Vous avez aligné tous ces candidats, mais il vous est difficile aujourd'hui de dégager un candidat commun de l'opposition ou vous partez non, ça, c'est pas un de problème. plus en plus. Apparemment, ce sont des primaires qui ne disent pas leur nom. Non, peu importe. Ça, c'est l'organisation interne de Et l'opposition. vous-même, vous avez été initiateur de cette démarche d'obtention d'un candidat commun de l'opposition. C'était un échec pour vous? Non, ce n'est pas un échec, c'est une satisfaction. Aujourd'hui, quand le plus haut de la chaire, tout le monde aujourd'hui parle de la candidature commune. Chacun disait dans son congrès, il avait dit, la population avait exprimé son vœu. Nous avons pris l'initiative, partagée avec tous ces leaders politiques qui étaient au meeting et d'autres qui n'étaient pas là, mais qui sont dans le bloc de 7 autres qui se sont réunis. On a consulté tout le monde pour cette question de la candidature commune. Mais quand tout le monde aujourd'hui en fait son cheval de bataille, pour nous, c'est une satisfaction. Vous savez, les succès, ce n'est pas seulement qu'on soit là. Le succès, c'est de voir le germe, l'idée lancée se matérialiser. Nous, c'est une satisfaction pour nous. On a lancé une idée. Nous bâtissons pour l'intérêt de notre peuple, ce n'est pas pour notre intérêt personnel. Tant que l'idée va se matérialiser et qu'il y a un candidat commun, la population va avoir une seule personne à voter. Pour nous, c'est une satisfaction. Et du reste, la population l'a dit dans le meeting, beau trahir bissoté, beau pesa bisso candidat commun. Et la population l'a dit. Pour nous, le message est clair. Il faut absolument qu'on puisse avoir ces candidats communs. Mais s'il n'y a pas ces candidats communs, ça serait de l'irresponsabilité de la classe politique. Là, clairement, on verra l'ego des uns et des autres. Nous croyons que chaque personne va se surpasser pour que nous soyons en mesure d'avoir un candidat commun pour l'intérêt de l'ensemble de tout un peuple. On comprend de plus en plus que à l'opposition, les violences sont loin de s'accorder autour de la candidature commune de l'opposition, parce que déjà on apprend qu'il y a certains candidats qui ont des soutiens, certains candidats invalidés, notamment on parle de Félix Tshisekedi, qui est soutenu par Moïse Katumbi, et Jean-Pierre Bemba, qui à son tour soutient Vital Kamerhe. Je ne vais pas entrer dans ces débats-là de personnes. Vous évitez de répondre à la question? Non, je n'évite pas de répondre à la question. Vous savez, nous, on n'aime pas souvent les débats de personnes. Je ne sais pas que j'évite toutes ces personnes, que ce soit le président Vital, le président Félix, le général Jean-Pierre Bemba, avec qui je me suis vu quand il était ici à Kinshasa, Mouzito, l'ancien Premier ministre Mouzito, Prof Matoboul, tous les autres, ce sont des personnalités avec qui nous entretenons de bonnes relations, on échange, on a de très bonnes relations. Donc, au stade actuel, la chose la plus importante, comme a dit le sénateur Jean-Pierre Bemba, c'est la mise en commun d'un programme. Le programme, quand il est mis en place, et l'ensemble va voir qui sera à mesure de porter ce programme. Et comment vous allez parvenir à mettre en commun les programmes? Mais le programme, ce sont les équipes des experts qui se réunissent et discutent, on met ensemble pour le commun. Donc, et sur base de ce programme mis ensemble, les idées des uns et des autres, tout le monde a presque les mêmes idées parce qu'il veut le changement du pays. La grande question, c'est comment on va le faire. Parce que dans les comment, tout le monde n'a pas nécessairement le même comment. Le parti Orange a son comment il va avoir le moyen pour redresser la situation du pays par rapport à vous comprenez, les autres en ont, ça sera mis ensemble. Dès que le programme est mis ensemble, tout le monde est d'accord pour ce programme. Maintenant, on dit qui parmi nous sera à mesure de porter ce programme. Vous voyez la démarche? On ne fait pas une démarche sur base des individus, on fait une démarche sur base des programmes, on voit le profil de la personne qui sera à mesure de porter le programme. Voilà pourquoi on avait parlé des candidats idéaux. C'était tout simplement pour donner plus ou moins les portées robots ça c'était à défaut. Mais je pense qu'on aura un consensus autour de cette question de la candidature commune, parce que ça sera beaucoup plus un consensus après avoir évalué un certain nombre de critères pour ressortir, parce qu'il ne faudra pas être trop émotionnel dans la chose. Et le 29 septembre, l'opposition était sur la place triomphale. Apparemment, une sortie ratée, parce que vous êtes revenu sur des choses déjà dites. Non à la machine à voter, non au fichier électoral, et bien d'autres choses. Non, la chose la plus importante, c'était cette communion entre le leadership de l'opposition, une communion qui n'a pas été opérationnelle depuis plus d'une année. C'est cette communion qui était importante. Le vrai, la population s'est exprimée par des déclarations par-ci par-là, les acteurs politiques également ont fait des déclarations, mais une communion, un échange direct comme ça entre la population et ses leaders, ça fait longtemps. Et c'est cette communion-là qui est plus importante. Le peuple réuni a dit clairement, ne nous trahissez pas. C'est un message fort. Il a dit clairement, nous voulons un candidat commun. Et les acteurs politiques ont fait cette promesse, ont pris l'engagement. C'est ces pactes-là qui donnent une dimension tout à fait différente à ce meeting, en fait, où on a vu une population nombreuse répondre à l'invitation
de l'opposition. Donc, ces genres d'assistance, on les a vécus du vivant du président Étienne Tshisekedi. Monsieur Fillon-Ndondo Boni, je rappelle que vous êtes président national du parti Orange. À cette question de savoir si aujourd'hui l'opposition est en ordre de bataille ou elle va aux élections en ordre dispersé. Quelle sera votre réponse? Non, l'opposition ne va pas aux élections en ordre dispersé. Vous savez que l'opposition est en train de se battre pour un état de droit, pour une démocratie. C'est déjà entendu. Oui, ce qui fait que la démocratie, c'est un mot qui n'existe, ça existe, mais il faut la vivre. Donc c'est déjà entendu le concept démocratie. Mais la vie de la démocratie, ça ne se vit pas encore en RDC. Donc il faut que l'opposition qui se bat pour cette cause-là vive d'abord la démocratie elle-même. Donc l'expression qui se passe, c'est une expression démocratique. On ne peut pas empêcher un parti politique d'aligner un candidat. Chaque parti a aligné dans l'opposition. Et évidemment, maintenant, le parti, les différents acteurs sont dans le processus de faire un choix d'un candidat commun. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Différent à un système autoritaire, à un système dictatorial, à un système, je ne sais pas, qui n'a aucune démocratie. Quand tu poses ta candidature dans ces systèmes-là, on te considère comme un rebelle, on t'exclut. Vous comprenez? C'est ce que nous avons vécu. Et vous savez qui est considéré comme rebelle de l'autre côté, qui a postulé comme candidat président. Donc, dans ces systèmes, on attend les mots d'une personne et quand la personne dit, c'est ce qui s'exécute. Et c'est différent du système fonctionnel de l'opposition qui est le reflet. Vous êtes retiré de la présidentielle. Où êtes-vous maintenant? Être où? Que je sois où? Vous avez quitté la présidentielle, vous étiez candidat à la présidentielle, vous vous êtes retiré et vous avez postulé pour la députation ou vous êtes resté seulement acteur politique? Non, nous sommes acteurs politiques, nous avons aligné des candidats députés provinciaux. Vous-même, vous n'êtes plus candidat? Non, nous sommes candidats députés provinciaux dans l'inscription d'un Ngaliema. Et puis, candidat, président de la République attendu déjà dès ce jeudi à la CENI. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre? Ça sera un échange, ils vont discuter, ils vont échanger. Si j'avais postulé, j'allais être parmi ceux-là, mais les amis, les collègues politiciens vont échanger. Ça sera certainement une discussion autour des questions... des préalables que vous multipliez. Des questions qui fâchent, du genre machine à voter, la liste électorale, toutes ces choses-là. Donc ça sera autour de toutes ces questions et comment est-ce qu'on peut organiser de bonnes élections. Et à l'issue de cette discussion, la personne qui sera à mesure de convaincre l'autre, je crois que c'est cette personne qui sortira victorieuse à l'issue de l'échange. La CAS a demandé à ce que la CENI puisse afficher les listes de candidats, donc des électeurs fictifs, non pas fictifs, sans empreinte, dont on a parlé. Quelle est votre réaction? Parce qu'on a affiché les listes pour d'autres électeurs qui sont retenus et la CAS exige à ce que les listes des candidats, des électeurs sans empreinte soient également affichées. Ça vous intéresse? Bon, on est dans la recherche de solutions en fait. Je pense que cette organisation... C'est juste pour voir si réellement les candidats, les électeurs sans empreinte le sont ou pas. Cette organisation de la société civile a fait une proposition qui pourra nous faire sortir de la crise. Parce que si effectivement il y a ces gens-là sont connus, la CENI n'a qu'à afficher, on va vérifier, on va voir. Mais pourquoi est-ce que la CENI refuse d'afficher? Donc c'est un point de vue qui a son sens. Donc je ne vois pas pourquoi je peux avoir un avis contraire ou critiquer ce point de vue. Mais aujourd'hui, les listes des électeurs ont été affichées. On n'a pas vu les électeurs qui se sont enrôlés aller regarder si réellement leurs noms sont sortis ou pas. Votre cas vous-même, est-ce que vous êtes allé voir à des listes affichées si votre nom est là? Justement, j'ai demandé vous êtes allé voir vous-même? J'ai demandé à mon équipe d'y aller. Ils ont regardé. Pensez-vous que même si aujourd'hui on affichait les listes des personnes sans empreinte, elles iront pour voir si réellement... Oui, mais puisqu'il y a une demande, la société civile est suffisamment organisée, ils vont vérifier. Donc, je pense que quand il y a cette action qui est posée, il y a également un plan derrière. Quand il y a une demande, rassurez-vous qu'il doit y avoir un plan pour arriver à couvrir cette demande-là. Monsieur Fillon-Ndondo Boni, nous vous disons merci d'avoir été notre invité de l'analyse 24 de ce jour. On terminera toujours par une question que vous vous posez et vous donnerez la réponse vous-même. Je pose une question. Oui. La question est simple. Croyez-vous à l'avenir du Congo? Oui, je crois. À un pays grand et prospère qui va influencer l'ensemble de l'Afrique centrale, l'Afrique tout entière et du monde entier. Je crois à cette grande nation, le Congo. Et ma dernière question est celle de savoir votre pronostic pour la présidentielle
l'opposition n'a toujours pas de candidat jusqu'ici et maintenant. Face à Emmanuel Ramazani Chadari, le potentiel candidat FCC, quel sera le résultat? C'est clair, l'opposition va gagner. Sans candidat jusqu'ici et maintenant. Oui, mais l'opposition va avoir un candidat commun qui va présenter, peu importe ses candidats, mais les candidats du FCC ne tiendra pas aux candidats de l'opposition. Jamais. Et à votre avis, pouvez nous faire une indiscrétion de savoir qui sera le candidat commun de l'opposition? Non, je ne peux pas le dire. C'est tout le monde qui se présente là a la même chance pour qu'il soit candidat. Et vous soutenez quel candidat vous-même? Je soutiens tout le monde. Je soutiens tout ce que la population veut. Je soutiens ce que la population veut. Et toutes ces personnes, je vous ai dit tout à l'heure, j'entretiens de bonnes relations avec toutes ces personnes. Donc, je ne peux pas sur ce plateau dire je soutiens tel ou tel, sinon je frustrerai. La preuve, c'est que je ne me retrouve pas dans la plateforme de qui que ce soit de tous. C'est parce que justement, je veux garder cette dimension de neutralité et avoir la possibilité de parler à tout le monde de la même manière. C'est peut-être parce qu'à l'opposition, tout le monde veut être leader. C'est votre cas aussi? Vous savez, le leadership, on ne le cherche pas, mais on le devient, on le vit. La confiance se bâtit. Je ne vais pas chercher à courir que je devienne un leader, mais je le deviens. Je le deviens par mes actes, par mes actions. La population reconnaît et les autres reconnaissent les actes. Et voilà, on s'affirme. Il faut courir derrière le leadership. C'est le leadership qui doit courir derrière nous. Je ne courrai jamais derrière le leadership. Et si, au 23 décembre, vous perdez une fois de plus, vous de l'opposition, quelle sera votre réaction? On ne perdra pas. Donc si vous perdez? On ne perdra pas. Et si vous perdez? Si c'est selon le règle c'est une hypothèse. Si c'est selon les normes, on est démocrate, on assumera. Vous comprenez? Vous savez, j'allais revenir sur une pensée de la parole de Dieu qui dit voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Et vous avez cru? Vous comprenez? Les miracles qui accompagneront. Vous avez cru déjà? Attendez, il y a des gens qui courent derrière le miracle, qui courent derrière le leadership. Mais les miracles sont censés nous accompagner, pas nous courir derrière ces miracles-là. La vie de tous les jours, les discours de tous les jours doit refléter le miracle, doit refléter le leadership, doit refléter une vie qui a de l'influence. Quand tu parles, tu partages, tu influences l'autre pour une direction qui soit conforme à la croissance et à la grandeur de cette nation. Ce n'est pas à moi de courir vers ça. C'est à eux et à toutes ces influences-là et au leadership de revenir vers notre personne et nous croyons incarner cette réalité. Je rappelle à tout le monde que je recevais sur ce plateau M. Fiyou Ndondoboni, président national du parti Orange, qui était également candidat à la présidentielle, qui s'est retiré. Merci d'avoir répondu à notre invitation de ce jour. C'était un grand plaisir pour moi. Merci. Et c'est la fin de ce numéro d'Analyse 24. On se retrouve très prochainement.